Bonsoir à tous, bienvenue. Les partis d'opposition signent enfin le rapport final du dialogue politique. Cette semaine des législatives, ce consensus présage-t-il un climat électoral apaisé? Analyse dans ce journal. La lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, un nouveau décès ce lundi. Une police spéciale est déployée dans les gares routières afin de sensibiliser à nouveau les populations. Et puis après la mort de 4 soldats ivoiriens en opération au Mali, le chef d'état-major de l'armée est à Tombouctou pour traduire la compassion de la Côte d'Ivoire aux soldats ivoiriens engagés dans la MINUSMA. L'opposition ivoirienne a finalement signé vendredi dernier le rapport final du dialogue politique. C'était au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité cette semaine des législatives. Ce consensus entre acteurs politiques présage-t-il un climat électoral apaisé? Élément de réponse dans ce reportage de Pierre Dipomela. L'année 2021 démarre politiquement sous de favorables auspices, pourrait-on dire. Après l'enthousiasme suscité par les prochaines législatives dans tous les camps, le rapport final du dialogue politique qui attendait toujours la signature d'une partie de l'opposition vient enfin d'être signé vendredi dernier par le PDCI, l'autre moitié du FPI appelé aussi GOR, l'EDS, le RPP et l'URD. Signe d'un minimum de consensus est trouvé à cette phase 3 du dialogue inclusif inter-ivoirien. Pour Sylvain Nguessan, analyste et observateur de la scène politique ivoirienne, c'est un bon point, mais il reste prudent. Quand les acteurs politiques s'engagent dans ce sens, ça veut dire qu'ils ont pris quand même le temps de lire et donc de voir les différents points d'accord. S'ils ont signé, c'est parce que c'est dans le temps de lire. Mais en même temps, il faut rester prudent dans la mesure où les différentes populations locales ont quelques différences. Surtout que ce sont des élections où divers fils de la région sont en confrontation, ou alors où des candidats dits autochtones sont en confrontation avec des candidats dits allochtones. Et sans oublier que dans certaines localités, lors de la présidentielle, il y a eu des conflits. Je reste optimiste, mais n'empêche qu'il faut rester vigilant. Les signataires constituent certainement une grande majorité des partis politiques ivoiriens, mais il en reste encore quelques-uns sur la touche. Non, M. Sorodio, le GPS qui ont décidé de ne pas participer à cette législative, le COJEP vient de sortir un document. Ça a dit que d'ici la date butoir, je crois que c'est demain. Est-ce qu'ils auront le temps encore de déposer leur dossier? Est-ce que certains de leurs ont déposé leur dossier et qu'ils vont rester dans la course? Même au niveau politique, il faudra rester vigilant. Selon les termes de ce rapport final, les personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010 pourraient retrouver la liberté. Un point également important pour l'opposition, c'est l'organisation des élections dans les CEI locales ainsi que le retour dans les organes de la Commission électorale indépendante des partis politiques membres qui avaient suspendu leur participation. Des mesures de décrispation qui présagent un climat politique apaisé après l'orage qui a entouré les précédentes élections présidentielles. À quelques jours de la clôture des candidatures pour les législatives, c'est la veillée d'armes dans tous les quartiers généraux. Et puis l'un des enjeux majeurs de ces législatives, la représentation des femmes dans les assemblées. Cette année, la loi exige au moins 30% des femmes au Parlement, mais à J-2 de la clôture de dépôt des candidatures, leur participation reste insignifiante. Nadja Ejar, Fulgence Kissiedou. À 2 jours de la fin de dépôt des candidatures pour les législatives, le nombre de femmes enregistrées reste encore très faible. Raïssa Banoro et sa suppléante Nathanan Traoré sont parmi celles qui ont courageusement franchi le pas. Un acte qu'elles ont pu accomplir, non sans avoir bravé les tentatives de dissuasion de leurs proches. Ça n'a pas été facile en fait de prendre la décision de se présenter parce que je vous avoue que tout le monde un peu nous a découragés. Vous êtes jeunes, vous êtes 2 femmes, vous décidez de vous présenter, pourquoi ta suppléante n'est pas un homme et tout ça, est-ce que... Avec sa suppléante, elles se disent fières de leurs gestes et incitent les femmes à s'engager davantage en politique. Une femme a autant de compétences que les hommes. Moi, j'encourage vraiment toutes les femmes à vraiment essayer de prendre d'aide à des postes de responsabilité et surtout œuvrer
pour le développement de leur région. Nous voulons aujourd'hui montrer le pas aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Nous sommes capables d'oser et d'agir aussi dans la même sphère que les hommes. Selon les chiffres, on compte seulement 29 femmes députées sur les 255 présents à l'Assemblée nationale, soit un taux de moins de 12%. La loi d'octobre 2019, exigeant un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés aux élections, devra favoriser l'ascension des femmes dans le jeu politique. Un droit inaliénable selon Irad Bazalé, membre du comité de suivi et d'évaluation pour la participation politique des femmes. C'est notre droit. On n'est pas en train de quémander vraiment quelque chose. Dans un parti politique, lorsque vous voyez un parti politique qui est fort, c'est que les femmes ont fait une forte mobilisation. Les femmes ont sensibilisé, elles ont appelé, elles ont réussi à convaincre. Mais si les femmes ont réussi à faire ça, pourquoi ne pas les mettre dans ces différents postes et puis vouloir prendre ces hommes-là? On essaie de les faire comprendre ça. Et pour aider les femmes à s'outiller pour le jeu politique, des formations sont régulièrement organisées à l'instar du programme coaching des femmes pour les élections organisé par le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Pourquoi la femme doit oser? Comment lever les pesanteurs socioculturelles et faire accepter le leadership politique des femmes? Quelles techniques doivent-elles acquérir pour réussir une campagne électorale et mobiliser les ressources humaines et financières? La réponse à ces interrogations se trouve dans ce programme de coaching mis en place par le CNDH et accompagné dans cela par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'entité des femmes des Nations Unies. Autant d'actions qui devraient permettre d'atteindre progressivement la parité tant souhaitée. Un appui financier est prévu pour encourager les candidatures féminines. Le RHDP, qui vient de publier la liste de ses candidats retenus, a respecté le quota de 30% de femmes parmi les candidats. La liste des candidats de l'opposition n'est pour l'heure pas encore connue. Les mesures barrières contre la Covid-19 ne sont plus vraiment respectées en Côte d'Ivoire. Pourtant, le virus continue de circuler dans le pays et notamment à Abidjan. Un nouveau décès a été enregistré ce lundi. Face à cette recrudescence de la maladie, une police spéciale de la sécurité routière était dans les gares afin de sensibiliser les populations. Timé Danger, Aruna Zeba. Ces hommes de la police spéciale de la sécurité routière se préparent à reprendre pied dans les gares routières d'Abidjan. Avant le terrain, place au briefing. Vous allez investir la gare et puis distribuer les masques. Il y a deux cibles, les conducteurs avec leurs apprentis et les usagers. Naturellement, si c'est des gares, vous allez voir des petits vendeurs, tout ça, là, il faut leur donner. C'est pour dire aux uns aux autres, comme message que vous devez leur dire dans la sensibilisation, c'est de porter le masque, d'avoir la culture pour l'instant du masque. Les consignes reçues, les équipes à pas pressés embarquent. Destination Adjamé, nouvelle gare. Le relâchement dans le suivi des mesures barrières y est total. Dans les gares, point de dispositif de lavage des mains. Côté usager, rares sont ceux qui portent les masques. La campagne, dédiée au retour des bonnes pratiques pour faire face à la résurgence des cas de Covid-19, est alors bien accueillie. Si ça continue, on va vous le dire le nombre de places. C'est important, porter le masque, c'est le retour. En première ligne, le chef de l'unité engage le corps à corps. Il appelle à la mobilisation des leaders syndicaux du milieu. Cap maintenant sur l'ancienne gare. Site retenu, gare de Bingerville. Dans les rues comme dans les véhicules, les hommes de la police spéciale sensibilisent. Vous savez bien que la pandémie, là, ça a augmenté encore. Ça a augmenté. Chacun a qu'à faire un effort. Il faut que vous portez. Ce qu'on est en train de vous donner, là, c'est vous porter. Ça, là, c'est lavable. Une heure après, l'unité s'installe à Cocody, carrefour rond-point de la vie. Là encore, le commissaire Abdoulkader Touré situe les enjeux. Au cours de la première vague, on était arrivé à la répression. Cette année, on ne va pas commencer par là. On veut des conducteurs et des transporteurs responsables. Tous, acquis à la cause, des leaders de base de transporteurs et de chauffeurs s'engagent. Ce qui t'a blessé hier, ça va tuer, ça doit te rendre de conseils. Nous pensons que nous avons pris conscience de cette pandémie. L'année passée, c'est qu'elle nous écoutait. Votre message est passé 5 sur 5. Donc, nous adhérons
à plus de 200%. À partir de demain matin, ceux qui seront là, je leur donne les ordres de dire à tout client qui n'a pas un masque, qui ne monte pas dans un taxi. Et moi-même, je prenais mon temps de venir vérifier si c'est respecté. Nous avons vécu 4 à 6 mois de galères, moment. On sait que ça peut, l'impact que ça nous a fait. Donc on fera tout possible pour qu'on puisse apporter notre contribution pour l'éradication de cette maladie. La campagne du jour s'achève au rond-point Riviera 9 kg. Le message est le même, revenir aux gestes barrières pour empêcher de nouvelles mesures restrictives dont le respect nécessiterait le bâton de la police spéciale et non plus la carotte. Débutée samedi dernier à Yopougon, la campagne qui s'étend sur une semaine se poursuit demain mardi à Abobo et à Tékoubé. En Côte d'Ivoire, le mois de janvier n'est pas synonyme de pluie, mais ces derniers jours, à Abidjan notamment, il pleut des cordes. Comment expliquer un tel phénomène? Un reportage de Salif Yaekoué et Mathurin Badé. Nous sommes en plein mois de janvier. Le soleil est au rendez-vous, la pluie aussi. Une situation inhabituelle en cette période de l'année. Les populations s'interrogent. Ouais, normalement, aller là, c'est pas tant de pluie, mais il pleut là, c'est pourquoi il pleut? S'il pleut, c'est la volonté de Dieu. Il n'est pas plu aussi, c'est la volonté de Dieu. Pour mieux comprendre le phénomène, rendez-vous à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam. Le chef de service prévision donne des précisions. Les pluies que nous avons à Abidjan ces derniers jours sont simplement dues à la remontée des vents humides sur le continent. C'est-à-dire, nous avons des vents océaniques, des vents qui nous viennent de la mer. Donc ces vents, en remontant sur le continent, avec l'insolation, vont finir par donner des nuages à travers un phénomène que nous appelons la convection. Donc ces pluies, après cette convection, formation de nuages, nous allons avoir des précipitations. Les régions du littoral ivoirien sont soumises à des basculements. C'est-à-dire, vous pouvez même avoir l'harmattan sur nous et du jour au lendemain, vous avez votre harmattan qui est complètement balayé. C'est simplement dû au conflit permanent que nous avons sur le littoral ivoirien entre les vents qui nous viennent du continent et les vents qui nous viennent de la mer. Donc c'est ce basculement-là qui fait qu'au niveau du littoral, l'harmattan n'est pas rigoureusement, je dirais, sec, ou bien nous n'avons pas un harmattan qui est fort. Le réflexe de la population doit être de toujours suivre le bulletin météorologique. Parce que dans un bulletin météorologique, nous portons des informations clés à la population. Donc cette population, en suivant ces différents bulletins météorologiques que la Sodexam réalise, par exemple, ne pourra pas être surprise par un phénomène qui arrive. Suivre la météo pour ne pas se laisser surprendre reste la seule option pour les populations. La crise sanitaire de la Covid-19 affecte fortement les producteurs de cacao. Pour la nouvelle campagne 2020-2021, ils peinent à écouler leur stock. Inquiets, ils espèrent pouvoir compter sur l'aide du gouvernement si la situation perdure. Nadja Eja, Mathurin Badé. Les producteurs ivoiriens de cacao n'ont eu que très peu de temps pour se réjouir du prix plancher du cacao fixé à 1 000 francs pour la campagne 2020-2021. Ils sont confrontés depuis novembre à des problèmes d'écoulement de leurs produits. Une mévente qui s'explique par la crise économique mondiale en raison du coronavirus. L'information a été donnée par 4 des organisateurs de producteurs au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi à la Chambre de l'agriculture au Plateau. Nous sommes venus rassurer la population agricole, surtout les producteurs de café-cacao, que c'est un moment difficile, mais qui n'est pas un désespoir pour ces producteurs-là, parce que le Conseil du café-cacao, le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver une solution, de sorte que nous ne vivons pas trop l'impact de cette maladie sur les producteurs. Au total, 100 000 tonnes de fèves de cacao seraient bloquées à l'intérieur du pays. Si la situation persiste, les producteurs espèrent pouvoir compter sur l'État pour amoindrir les dégâts. Si d'aventure la crise doit perdurer, que les producteurs doivent arriver à une perte, que l'État soit conscient qu'effectivement, elle doit pouvoir intervenir à nous aider.
Notons que de leur côté, le SYNAPCI, l'ANAPROCI et le CINEAGRI-CI, 3 organisations de producteurs de la filière, ont entamé ce 18 janvier une grève pour exiger des explications face à cette mévente. Ils seront reçus par leur tutelle ce mardi 19 janvier, selon le président de SYNAPCI, joint au téléphone. Zohré Lassane, élu à la tête des patrons des entreprises de presse de Côte d'Ivoire. C'était samedi soir lors du 5e congrès ordinaire du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, directeur général de Biche Édition. Il succède ainsi à Patrice Yao pour un mandat de 3 ans. Et puis des arbitres en colère ont manifesté ce lundi à la Fédération ivoirienne de football. Ils dénoncent le retrait de la liste 2021 des arbitres internationaux de 2 de leurs collègues, notamment Danon Roland, président de la commission des arbitres de la région d'Abidjan. Ils disent attendre énormément du comité de normalisation du football ivoirien mis en place par la FIFA. Salif Yalekoui. Non à l'injustice! Non à l'injustice! Des hommes aux sifflets, pancartes en main, brandissant des cartons rouges dans la cour de la Fédération ivoirienne de football FIF à Abidjan-Treichville. Ils dénoncent la liste 2021 des arbitres internationaux ivoiriens. La FIFA a envoyé un courrier. Dans le courrier, il était écrit que les fédérations doivent reconduire les listes. Reconduire les listes. Sauf dans un cas impérieux ou bien dans un cas de force majeure, on peut peut-être changer. Tel n'était pas le cas chez nous. Mais le président a insisté qu'on fasse le test. Nous sommes des préparateurs physiques. On a préparé nos arbitres. Donc on a décidé de faire le test. Les arbitres ont fait la visite médicale. Les arbitres sont allés au test physique. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Il y a eu 100% de réussite. Donc, c'est-à-dire que côté arbitre, tout est déjà fait. À notre grande surprise, lorsque la liste est venue en décembre, on a constaté que M. Danon Roland et M. Bayré ne figuraient pas sur la liste. Renseignement pris, on nous parle de questions d'âge, on nous parle d'incompétence. Pour sa part, le président de la Commission nationale, Nouman Diaz Doué, actuellement au Cameroun dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations CHAN, a réagi à cette affaire à travers des lignes d'un confrère de la place. Quand la FIFA nous a donné l'opportunité de présenter de nouveaux arbitres, mon vice-président et moi avons rencontré Roland Danon, parce que c'était le plus âgé. Il aura 43 ans et la retraite est à 45 ans. On lui a demandé de faire le sacrifice, de laisser sa place à un jeune. C'est ce qu'on avait convenu. Quand on le nommait arbitre international, on ne l'a pas consulté. On a tenu compte de son potentiel, de sa marge de progression et autres. Arbitre international, c'est un bail d'1 an. Après 1 an, si on estime que vous ne donnez pas satisfaction, on peut vous retirer de la liste. Les hommes au sifflet entendent continuer leur protestation les jours à venir. Après la mort de 4 soldats ivoiriens en opération au Mali, le chef d'état-major de l'armée est à Tombouctou pour traduire la compassion de la Côte d'Ivoire aux soldats ivoiriens engagés dans la MINUSMA. Timé Danger. Aéroport de Tombouctou. Douleur et recueillement se lisent sur les visages des casques bleus ivoiriens de la MINUSMA, basée à Tombouctou. 72 heures après les faits, l'attaque djihadiste est encore dans les esprits. Cette ambiance lourde n'a pas de secret pour le chef d'état-major général des armées ivoiriennes. Le général de corps d'armée descend alors sur le théâtre. Après les honneurs militaires, place aux échanges. Cette étape est suivie de la visite des installations. Question pour le patron des armées ivoiriennes de s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces hommes. Peu après, cap sur l'hôpital du camp de Tombouctou. L'officier supérieur des forces armées ivoiriennes se porte au chevet des blessés de l'attaque. À ces derniers, et leur frère d'armes, le général Lassina Doumbia, exprime la compassion de l'État. Au-delà, il invite au réarmement moral pour honorer le drapeau face à l'hydre terroriste. Je suis venu vous demander de reprendre courage. Quand on va à ce type de mission,
on s'y prépare. On se dit, ça peut arriver. On ne souhaite pas, mais on se dit, ça peut arriver. Et bien qu'on soit préparé à cela, quand ça arrive, ça fait mal. Je veux vous dire que les meilleures unités ne sont pas celles qui ne perdent pas d'hommes sur le terrain. Non. Parce que ça peut vouloir dire que tu ne t'engages pas. Si tu ne prends pas de risques, si tu ne t'engages pas, tu ne perdras pas. Tu ne perdras personne. Mais ça ne veut pas dire que tu es bon. Les meilleures unités sont celles qui n'abandonnent jamais ni leurs hommes, ni leur matériel sur le terrain et qui continuent la mission. Et c'est ce que vous avez fait. Depuis le Nouvel An, les positions du camp de Tombouctou tenues par des soldats ivoiriens ont fait l'objet de plus de 15 attaques, soit au moins une attaque par jour. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à toutes.